Et si je te disais que ton plus grand pouvoir ne réside ni dans ta force physique, ni dans ton esprit acéré, mais dans ta capacité à rester calme lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. La majorité des gens réagit. Ils crient, s'emportent, explosent. Rares sont ceux qui savent respirer, faire une pause et répondre avec clarté. Il suffit d'une file d'attente qui traîne, d'un mot de travers, d'une erreur imprévue, pour que tout s'écroule à l'intérieur d'eux. Mais toi, tu n'es pas ici pour vivre comme tout le monde. Les anciens stoïciens ont découvert quelque chose que beaucoup ont oublié. Le calme n'est pas un privilège réservé aux sages, c'est une compétence qui s'entraîne. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu fais de ce qui t'arrive. Marc Aurèle a gouverné un empire en guerre. Sénèque a conseillé un empereur instable. Épictète est né esclave, et pourtant, il était libre à l'intérieur. Aucun d'eux n'a eu une vie facile, mais tous ont maîtrisé un art que peu de gens connaissent, l'art de garder l'esprit ferme, pendant que le monde entier essaie de te faire perdre pied. La vie va te mettre à l'épreuve, elle va te provoquer, te décevoir, te retarder et te pousser à bout. Et quand cela arrivera, ce n'est pas le plus fort qui survivra, mais le plus lucide. Cette vidéo n'est pas une collection de belles phrases, c'est un manuel de guerre intérieure. Ici, tu vas apprendre 10 outils pratiques, utilisés par les stoïciens pour garder la paix au milieu du chaos. Des outils simples, mais puissants, que tu peux utiliser à tout moment de stress, de tension ou de conflit. Avant de commencer, je veux t'inviter à faire une chose. Écris dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, mon calme est non négociable. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une décision, un tournant, qui entraîne ton esprit avec intention et transforme ta manière de vivre. Maintenant, commençons. Outil numéro 1. Tout ne mérite pas ton énergie. Ton esprit est comme une maison, et chaque fois que tu réponds à une provocation, tu ouvres la porte pour que quelqu'un entre et mette le désordre à l'intérieur. Sans aucun filtre, sans aucun critère et sans aucune pause. La vérité, c'est que tout ce qui t'appelle ne mérite pas forcément une réponse. Tous les commentaires ne nécessitent pas d'explication, toutes les insinuations ne méritent pas de contre-attaque, et toutes les offenses n'exigent pas de réaction. Mais presque personne n'apprend cela tôt. La plupart d'entre nous a grandi en pensant qu'il fallait dire quelque chose, prouver quelque chose, répondre sur le champ, montrer notre force. Mais ce que personne ne dit, c'est que chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu fais un retrait de ton compte émotionnel. Et le problème, c'est que ton énergie n'est pas illimitée. Elle est comme un crédit quotidien, et si tu la dépenses entièrement pour des choses petites, superficielles ou inutiles, que reste-t-il pour ce qui est vraiment important? Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, ne gaspillaient pas leur énergie à vouloir réparer le monde extérieur. Ils entraînèrent leur esprit à choisir où placer leur présence, leur attention et leur émotion, cultivant ainsi une forme rare de pouvoir, le pouvoir de ne pas se laisser emporter. Épictète disait que celui qui est esclave de son impulsion n'est pas libre, même si cela en a l'air. Car si n'importe quoi peut voler ta paix, alors tu n'as pas de paix. Tu n'as qu'une illusion de contrôle, jusqu'au prochain déclencheur. Pense à une situation simple. Tu vas bien, tu passes une excellente journée, puis soudain, un commentaire méchant apparaît. Ton impulsion te pousse, réponds, ta colère t'incite, attaque. Mais ta sagesse demande, est-ce que cela mérite mon énergie? Répondre peut sembler être une force, mais choisir le silence qui n'est pas de la passivité, mais bien de la fermeté, c'est un niveau de pouvoir plus élevé. C'est toi qui comprends que tout ne mérite pas ta voix, car parfois ce qui te protège le plus, c'est précisément ce que tu ne dis pas. Entraîne-toi à observer avant de réagir, respire avant de répondre, et quand quelque chose te touche, demande-toi, est-ce que cela aura de l'importance dans 3 jours, dans 3 ans? Est-ce que cela me fait grandir émotionnellement et moralement? Celui qui apprend à préserver son énergie apprend à vivre avec plus de présence, parce qu'il n'est plus distrait par des batailles qui ne comptent pas. Au contraire, il est entier, prêt pour ce qui a réellement de la valeur. La prochaine fois que quelque chose te provoque, souviens-toi. Si c'est trop petit pour t'élever, c'est trop petit pour te consumer. Et avant que nous découvrions l'outil numéro 2, je dois te demander 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est le seul moyen pour que ce contenu atteigne plus de personnes. Outil 2. Réécris ton dialogue intérieur avant qu'il ne te sabote.
La manière dont tu te traites quand personne n'écoute, c'est ce qui construit ou détruit ta force intérieure. Même quand tout est silencieux à l'extérieur, à l'intérieur, l'esprit ne s'arrête jamais. Il commente, juge, alerte, condamne, met la pression. Et si tu ne fais pas attention à ce flot, tu peux passer toute une vie à être saboté par la voix qui devrait le plus te protéger, la tienne. Les stoïciens disaient déjà, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, c'est ce que tu te dis à propos de ce qui t'est arrivé. Et ce récit, répété en silence, façonne ta perception, tes émotions, tes choix. Tu fais une erreur au travail. Tu penses automatiquement « je suis un raté ». Mais regarde, l'erreur a déjà eu lieu, ce qui fait mal maintenant. Ce n'est plus l'erreur, c'est l'histoire que tu commences à raconter à son sujet. L'esprit fonctionne comme un sol fertile. Il ne remet pas en question ce que tu y sèmes. Si tu répètes chaque jour « je ne suis pas à la hauteur »,« rien ne marche pour moi »,« je n'arrive pas à changer », cela va s'enraciner, grandir et devenir ta réalité. Ces phrases paraissent petites, mais ce sont comme des clous invisibles plantés dans ton identité. Elles limitent tes mouvements, réduisent ta portée et transforment l'impossible en prophétie auto-réalisatrice. Et ce n'est pas juste une métaphore. De nombreuses études en psychologie cognitive montrent que nos croyances influencent nos comportements de façon inconsciente. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu évites d'essayer. Si tu évites d'essayer, tu n'évolues pas. Et si tu n'évolues pas, tu confirmes que tu n'es pas capable. Ce cycle renforce la croyance initiale, devenant un circuit fermé d'auto-sabotage. Sénèque disait « Certains vivent avec tellement de peur qu'à force de la ressentir, ils finissent par vivre à peine. » Autrement dit, la douleur ne vient pas toujours de la réalité, mais de ce que nous répétons mentalement à son sujet. Mais voici le point essentiel. Le même pouvoir qui construit ces prisons peut aussi construire un refuge. Tu peux utiliser cette même répétition pour bâtir des fondations internes plus solides. Au lieu de dire « ça finit toujours mal », dis « si c'est déjà arrivé, je peux apprendre et faire autrement ». Au lieu de « je ne suis pas capable », commence à répéter « je suis encore en train d'apprendre » et c'est comme ça qu'on grandit. Tu n'as pas besoin de te mentir ni de prétendre une positivité forcée. Mais tu peux choisir des mots qui te poussent en avant, au lieu de te tirer vers l'arrière. Remplace « c'est trop pour moi » par « je peux devenir assez fort pour faire face à cela ». La répétition, c'est comme creuser un sentier dans la terre. Au début, c'est difficile, mais plus tu passes par là, plus ça devient naturel. Et un jour, ce nouveau chemin mental devient ton nouveau mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'on se reprogramme. C'est comme ça qu'on renverse la situation. De l'intérieur vers l'extérieur. Fais-en un exercice. Prends une phrase négative qui revient souvent dans ta tête, une que tu as crue pendant trop longtemps. Écris-la sur une feuille et juste en dessous, écris sa nouvelle version. Lis-la à voix haute tous les jours jusqu'à ce que ton cerveau commence à remplacer automatiquement. Car quand ton esprit devient ton allié, aucun chaos extérieur ne peut plus te faire tomber. Outil 3. Remplace. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Par « que puis-je faire maintenant ?» Quand quelque chose tourne mal, la question qui surgit sans prévenir est « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Mais cette question, bien qu'elle semble légitime, est une impasse émotionnelle. Elle ne résout rien, n'apaise rien, et le pire, bien souvent elle n'a pas de réponse. Elle ne fait qu'alimenter un cycle de culpabilité, de révolte ou de victimisation, comme un disque rayé qui répète la même plainte, sans offrir de sortie. Napoléon Hill disait « toute adversité, tout échec, toute douleur porte en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Mais on ne trouve cette graine que si l'on cesse de creuser au mauvais endroit. Cette question du « pourquoi » t'attache au passé. Elle te fait revivre ce qui est déjà arrivé, comme si revivre les faits pouvait les modifier. L'esprit entre alors dans une boucle de lamentation, essayant de comprendre l'incontrôlable, au lieu d'agir sur ce qui peut encore l'être. C'est comme quelqu'un qui, en tombant à la mer, au lieu de nager, s'occupe à comprendre pourquoi il a glissé et finit par couler. Mais les stoïciens nous montrent un autre chemin. Ils ne perdaient pas de temps à tenter de décrypter le chaos. Ils demandaient « que dépend-il de moi maintenant ?» Ce changement de question est comme tourner la barre d'un bateau en pleine tempête. Cela n'évite pas l'impact de la vague, mais cela change la direction. Cela te redonne le choix.
et cela te rend ton autonomie. Marc Aurèle a écrit « Ne te perds pas dans ce qui ne dépend pas de toi, mais occupe-toi de ce qui est entre tes mains. » Cette phrase est une carte. Elle montre où commence la reconstruction. Tu as perdu une opportunité. Au lieu de te torturer avec ce qui est passé, demande-toi « Que puis-je faire avec ce qu'il me reste ?» Tu n'as pas pu éviter la chute. Demande-toi « Que puis-je apprendre pendant que je me relève ?» Ce simple changement de perspective du « pourquoi » au « et maintenant » est même validé par la psychologie moderne. Les personnes qui se concentrent sur la solution plutôt que sur l'origine du problème ont plus de résilience, plus de clarté et plus de force pour agir. Bien sûr, comprendre la cause peut être nécessaire. Parfois, l'analyse de ce qui s'est passé apporte un apprentissage et évite de nouveaux échecs. Mais une chose est de réfléchir avec lucidité, et une autre est de plonger dans une boucle sans fin, où l'objectif cesse d'être l'apprentissage et devient l'autopunition. Alors, voici un exercice stoïcien et concret. Chaque fois que quelque chose t'échappe, respire profondément et écris sur une feuille 2 colonnes. Dans la première, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Dans la seconde, qu'est-ce qui est encore entre mes mains? Tu verras que, même au cœur du chaos, il reste toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que contrôler la façon dont tu choisis de regarder tout cela. Car la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se demander ce qui peut être fait pour se relever, avec plus de lucidité, plus de maturité et moins de bruit intérieur. Quatrième outil. Ne discute pas. L'ego veut juste avoir le dernier mot. L'ego ne cherche pas à comprendre, il veut gagner, et pour cela, il ne regarde pas à la dépense, tant qu'il peut avoir le dernier mot. Combien de fois es-tu entré dans une dispute, et des heures plus tard as-tu ressenti ce goût amer d'épuisement émotionnel? Combien de fois as-tu compris que tu ne défendais pas vraiment une idée, mais que tu essayais de te sauver, toi, de cette sensation d'avoir tort? Dans la plupart des disputes, ce qui est en jeu, ce n'est pas la vérité. C'est l'ego qui essaie de prouver qu'il sait plus, qu'il mérite plus, qu'il a raison. Et que reste-t-il après? Tension, usure, éloignement et un vide qui ne vaut pas la peine. Les stoïciens le savaient. Ils comprenaient que l'esprit doit être plus fort que l'impulsion de réagir. Il vaut mieux vaincre par le silence que par la parole, écrivait Sénèque. Et ce n'est pas une phrase sur la soumission, c'est une leçon sur le pouvoir intérieur. Se taire, ce n'est pas se soumettre. Au contraire, c'est choisir sa paix plutôt que la guerre. C'est avoir la force émotionnelle de ne pas transformer chaque conversation difficile en bataille. Imagine la scène. Quelqu'un te provoque avec sarcasme, injustice ou manque de respect. Ton réflexe naturel serait de réagir, élever la voix, contre-attaquer, défendre ton point de vue jusqu'au bout. Mais l'esprit entraîné respire, observe et choisit le silence ferme comme réponse. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as compris que vaincre l'autre ne vaut pas plus que te vaincre toi-même. Tu peux dire avec fermeté « Je ne continuerai pas cette conversation sur ce ton » et partir sans te sentir frustré à l'intérieur. C'est cela la véritable maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi en action. C'est savoir que ta valeur ne dépend pas d'avoir raison, mais de garder ton intégrité. La prochaine fois que tu seras sur le point de discuter, demande-toi « Est-ce que je défends une vérité ou est-ce que je nourris mon ego ?» Si c'est l'ego, laisse tomber. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, tu as besoin de rester en paix. Et souviens-toi, l'ego crie pour paraître fort, mais c'est la conscience qui choisit de se taire pour rester libre. Outil 5. Transforme chaque situation difficile en ton terrain d'entraînement mental. La plupart des gens voient les problèmes comme des punitions, comme si la vie les punissait, les testait, ou leur retirait quelque chose. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Ils comprenaient que l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un entraînement. Chaque contretemps, chaque personne difficile, chaque imprévu, chaque frustration, tout peut être utilisé comme un terrain de renforcement mental. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Et cette phrase change tout, parce qu'elle enlève le poids de ce qui arrive et redonne le focus sur qui tu choisis d'être face à cela. Imagine, quelqu'un s'approche et te demande quelque chose au mauvais moment, quelque chose qui te surcharge, qui envahit tes limites, qui clairement n'est pas de ta responsabilité. Ton réflexe immédiat peut être de céder, d'éviter le conflit, de dire oui par habitude ou même par honte de dire non.
Mais si à cet instant-là tu pensais « c'est mon entraînement du jour », ton entraînement à dire non avec fermeté, sans culpabilité, ton entraînement à poser des limites avec sérénité, ton entraînement à te choisir toi, sans avoir besoin de trop t'expliquer. Ce simple changement transforme ton atmosphère intérieure, t'éloigne de l'inconfort et t'amène à la conscience, t'éloigne de la soumission et te ramène à la présence. C'est comme si tu plaçais un miroir entre toi et la situation, et au lieu de te sentir sous pression, tu voyais là l'occasion de pratiquer la personne que tu veux devenir. Ton esprit ne se renforce pas quand tout est calme, il grandit quand le chaos arrive et que malgré tout tu restes entier. C'est la différence entre quelqu'un qui est entraîné par les circonstances et quelqu'un qui les utilise comme levier pour grandir. Commence à te répéter mentalement. Ceci fait partie de mon entraînement. Quand un plan échoue, quand quelqu'un te déçoit, quand l'inattendu frappe à ta porte ou quand on te demande quelque chose qu'il n'est plus logique d'accepter. Respire, observe et dis-toi, je suis en train de m'entraîner. Tu n'es pas en guerre. Tu es en chemin vers une maturité intérieure. Et chaque défi surmonté avec calme est une victoire silencieuse sur toi-même. Parce qu'au fond, ton plus grand pouvoir n'est pas d'éviter le chaos, c'est d'apprendre à le traverser sans perdre ta clarté, ta capacité de réponse et ta direction. Outil 6. Fais du silence une habitude. Nous vivons entourés de bruit. Bruit des notifications, des opinions, des comparaisons, des exigences. Mais le bruit le plus dangereux est celui que personne n'entend. Celui qui se produit dans ta tête. L'esprit saute d'une pensée à l'autre comme un animal agité, bondissant de branche en branche, à la recherche de quelque chose qu'il ne sait même pas nommer. Et quand il n'a pas de pause, il se perd. Blaise Pascal a écrit « Tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos, seul dans une chambre. » Et aujourd'hui, cela est encore plus vrai. Parce que nous confondons stimulation et vie, et nous confondons le silence avec le vide, alors qu'en réalité, c'est là que la vie s'aligne. Les stoïciens valorisaient le silence, non seulement le silence extérieur d'un environnement calme, mais le silence intérieur, celui qui ne dépend d'aucun lieu. Ce moment rare où tu t'écoutes enfin, où tu ne réagis pas. Tu observes simplement, et tu réalises que toutes les pensées ne méritent pas ta confiance. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non comme quelqu'un qui voulait être lu, mais comme quelqu'un qui avait besoin de se retrouver au milieu du chaos. Ses méditations étaient une ancre, un lieu silencieux dans le tumulte de l'Empire. Tu n'as pas besoin de méditer sur une montagne, tu n'as pas besoin d'encens ni de techniques complexes. Parfois, ce dont ton esprit a le plus besoin, c'est d'un espace sans stimulation. Une marche sans écouteurs, un café sans téléphone, 5 minutes en silence, juste en respirant, et en écoutant ce qui émerge, sans essayer de réparer, sans essayer de fuir. Imagine ton esprit comme un verre d'eau et de sable. Si tu agites constamment, tout devient trouble, mais si tu laisses le verre tranquille, tout se dépose, et soudain tu vois avec clarté. Le silence n'efface pas les pensées, il les organise. Il n'annule pas la douleur, il révèle ce qui est réel. Plus ton esprit est silencieux, plus ta présence est forte, et plus ta présence est forte, plus il est difficile pour quelqu'un de te faire sortir de ton axe. Le défi stoïcien du moment est « choisis un moment de ta journée pour pratiquer le silence. Sans musique, sans distraction, sans voix. Juste toi avec toi-même et observe. Qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui apaise? Peut-être découvriras-tu que le silence, loin d'être un vide, est le seul endroit où tu te reconnectes vraiment à ton essence. Outil numéro 7. Entoure-toi de calme ou prépare-toi à vivre dans le conflit. Tu peux être fort, centré, discipliné. Mais si tu es entouré de cris, d'urgence, de tensions constantes, la paix commence à s'échapper, et elle s'échappe même lorsque tu essaies de la retenir à deux mains. La vérité, c'est que tu n'es pas une île. Ton esprit respire l'air de l'environnement qui t'entoure, et si cet air est trop lourd, tu tombes malade, d'abord de l'intérieur, puis tout entier. Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt ». Cette phrase porte une vérité dérangeante. Même si tu fais de ton mieux pour préserver ta sérénité, le milieu dans lequel tu vis influence la manière dont tu penses, ressens et agis. Et aujourd'hui, les neurosciences le confirment. Notre cerveau possède ce qu'on appelle des neurones miroirs, des cellules qui nous font imiter,
de façon inconsciente, les comportements et les émotions des personnes qui nous entourent. C'est pour cela qu'un environnement tendu te rend plus réactif. C'est pour cela que vivre avec des personnes explosives t'épuise, même si tu n'entres pas dans le conflit. Ton système nerveux absorbe le chaos et s'y adapte. C'est là que réside le danger. Tu ne fais plus que supporter le stress. Tu commences à fonctionner à partir de lui. Il existe des personnes qui sont comme des étincelles. Il suffit d'un commentaire et tout devient incendie. Elles sont toujours en guerre contre quelqu'un, toujours prêtes à provoquer, à rivaliser, à critiquer. Être proche d'elles, c'est comme vivre en état d'alerte. Tu te fermes, tu te protèges, tu te crispes, et sans t'en rendre compte, ton corps s'arme, ton esprit s'épuise. Mais il existe d'autres personnes qui sont comme un baume. Elles parlent doucement, réfléchissent avant de réagir, écoutent sans interrompre. Rien que leur présence ralentit ton système nerveux. La présence, très souvent, est une forme de guérison. Et le silence de quelqu'un qui est entier vaut plus que 1000 paroles de quelqu'un qui est en morceaux. La question que tu dois te poser est la suivante. De qui t'es-tu entouré dernièrement? Quel type de conversation alimentes-tu? Quels environnements fréquentes-tu? Quel contenu consommes-tu? Que laisses-tu entrer par les yeux, par les oreilles, par la peau? Peut-être que tu ne peux pas changer de travail. Peut-être que ta famille a des conflits qui ne dépendent pas uniquement de toi. Mais tu peux créer des refuges, et très souvent, c'est cela qui te sauve. Un coin à toi, propre, silencieux, protégé. Une amitié lucide qui t'écoute sans te juger. Un rituel simple chaque jour, pour te rappeler qu'il existe en toi un espace de calme que le monde ne peut atteindre. S'entourer de calme n'est pas un luxe, c'est une forme de défense émotionnelle. C'est mettre des barrières autour de ta paix pour qu'elle ne soit pas pillée chaque jour par les distractions, les tensions ou les personnes chaotiques. Car si tu ne choisis pas l'environnement qui t'entoure, c'est lui qui choisira comment tu vas te sentir. Et quand le conflit s'introduit discrètement, par la nouvelle qui t'agite, par le commentaire qui te déstabilise, par la personne qui arrive toujours chargée, il désorganise tout à l'intérieur. Entoure-toi de calme ou prépare-toi à éteindre des incendies tous les jours, sans voir que ton âme est devenue un champ de flammes. 8e outil. Ce qui t'affecte aujourd'hui sera insignifiant demain. Essaie de te souvenir de la dernière fois où quelque chose t'a complètement fait sortir de tes gonds. Peut-être un message qui n'est jamais arrivé, un retard au milieu du chaos de la journée, ou une réponse déplacée. À ce moment-là, cela te semblait être la fin du monde. Ton corps s'est échauffé, ton esprit s'est emballé, ton calme a disparu. Mais maintenant, est-ce que cela a encore de l'importance? L'esprit entraîné apprend une leçon essentielle. Presque tout passe. Ce qui paraissait urgent, impardonnable, insupportable, demain pourrait ne plus avoir aucun poids. Le problème, c'est que, sous le coup de l'émotion, nous agissons comme si ce que nous ressentons était éternel. Mais aucune émotion ne l'est. Elles montent et descendent, s'enflamment et disparaissent. La maturité émotionnelle commence lorsque tu comprends que ce qui t'affecte aujourd'hui, avec le temps, rétrécit, et que ce qui te semblait immense devient un détail. Marc Aurèle a écrit « Combien de temps gagnent ceux qui ne se préoccupent pas de ce que les autres disent, font ou pensent, mais seulement de ce qu'ils font eux-mêmes » Cette phrase est un rappel à la concentration et surtout à la perspective. Car beaucoup de ce qui nous blesse n'est pas le fait en soi, mais la place que nous lui accordons en nous. La prochaine fois que tu seras sur le point d'exploser, respire et demande-toi « Est-ce que cela comptera encore demain? Et dans une semaine? Est-ce que cela fera une différence l'année prochaine? Peut-être que oui, peut-être que tu porteras ce sentiment désagréable avec toi pour toujours, ou peut-être que non, tu préféreras gérer la situation autrement. Mais le simple fait de poser la question retire déjà l'émotion du siège du conducteur et repositionne ton attention. Parce que la plupart des tempêtes de la vie ne sont que des vagues. Et tu n'es pas une vague, tu es tout l'océan. Une vague peut te déséquilibrer, t'éclabousser, même te renverser un moment. Mais elle ne te définit pas, car en toi, il y a de la profondeur, il y a de la force, et il y a assez d'espace pour contenir la fureur et, malgré tout, rester entier. Entraîner ton esprit à voir avec perspective, c'est cela. Garder les pieds sur terre quand le monde autour de toi s'enfonce dans l'exagération. C'est se rappeler qu'aucune émotion ne dure éternellement et que bien des douleurs d'aujourd'hui n'auront même plus de nom demain. 9e outil. Mets de l'ordre à l'extérieur
pour apaiser ce qui se passe à l'intérieur. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce qui t'entoure. Ton environnement n'est pas seulement un décor. Il façonne tes pensées, ta respiration, ta capacité de concentration, ton sentiment de sécurité. Tu rentres chez toi après une journée chargée. L'évier est plein, la table est couverte d'objets, des choses traînent partout, ton téléphone vibre avec des dizaines de notifications. Ton corps ne s'en rend presque pas compte, mais il passe déjà en état d'alerte. Ton irritation monte et tu commences à croire que le problème, c'est toi. Mais très souvent, c'est le chaos à l'extérieur qui dérègle l'intérieur. Maintenant, imagine l'inverse. Tu entres dans un espace propre, silencieux, l'air circule, la lumière est juste, rien n'est en trop, tout est à l'essentiel. Ton corps se détend, ton esprit ralentit, ta respiration change et tu recommences à exister. Garde cette phrase de Confucius avec toi. Celui qui n'arrive pas à s'organiser dans les petites choses sera incapable de diriger les grandes. Les stoïciens vivaient dans la simplicité, non par rigidité, mais par sagesse. Parce que celui qui simplifie l'espace clarifie l'esprit et celui qui organise l'extérieur prépare le terrain de la paix intérieure. L'environnement est un langage. Une table en désordre dit « Il n'y a pas de temps, pas de contrôle ». Un évier rempli murmure « Tu es en retard ». Des notifications ouvertes crient « Réponds, réagis, dépêche-toi ». Mais un espace propre dit « Ici, tu peux respirer ». Un coin bien rangé murmure « Tu as le contrôle ». Et un agenda organisé rappelle « Tu es aux commandes ». Il ne s'agit pas de perfectionnisme, mais de créer des signaux de sécurité émotionnelle. Ta chambre, ton téléphone, ton bureau, ton écran d'accueil, ta garde-robe, tout cela peut être soit un bruit mental, soit un allié silencieux. Mettre de l'ordre à l'extérieur, c'est comme envoyer un message à ton esprit. Tout va bien maintenant, tu peux baisser la garde, tu es chez toi. Et voici la mise en pratique. Avant d'essayer de réparer le monde, range une pièce. Avant de chercher à changer de vie, nettoie ton bureau. Et avant de vouloir trouver la paix, prépare l'endroit où elle pourra vivre. Parce que parfois, le changement qui semble immense commence par une décision toute simple. Mettre de l'ordre à l'extérieur pour que l'intérieur puisse enfin se reposer. Outil 10. Choisis ta paix comme si ta vie en dépendait. Tu fais des dizaines de choix chaque jour. Ce que tu vas porter, ce que tu vas manger, à qui tu vas parler, en quoi tu vas croire. Mais il y a une décision qui change tout, celle de protéger ta paix comme on protège sa propre vie. Pas comme quelqu'un qui essaye de se détendre après une journée difficile ou comme une option de week-end, mais comme une priorité vitale. Chaque fois que tu entres dans une dispute inutile, que tu ravives une douleur ancienne ou que tu nourris des pensées qui t'épuisent, tu abandonnes un territoire sacré, comme si ta paix était jetable, mais elle ne l'est pas. Ce que tu tolères devient une habitude, et si ton quotidien est fait de tension, de réactivité, d'urgence et de bruit, ton esprit commence à appeler ça la normalité. Mais crois-moi, ce n'est pas le seul chemin possible. Comme l'a dit Lao Tseu, la paix intérieure commence au moment où tu choisis de ne pas laisser une autre personne ou chose contrôler tes émotions. Les anciens stoïciens ne s'entraînaient pas à la paix pour avoir l'air sage. Ils s'y entraînaient parce qu'ils connaissaient le prix d'une vie sans elle. La paix n'était pas l'absence de problème, c'était la présence de clarté. Imagine deux chemins. L'un est bruyant, rempli de tensions, de bruit et de réactions. L'autre est plus léger, plus silencieux, plus clair. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as choisi d'y marcher autrement. C'est le choix le plus simple, et en même temps le plus puissant que tu puisses faire. Parce que pendant que le monde crie, toi, tu peux respirer. Pendant que tout pousse vers la peur et l'insécurité, toi, tu peux continuer à grandir. Et pendant que beaucoup réagissent par impulsion, toi, tu agis avec conscience. Tu construis des principes qui, quelle que soit la situation, te donnent une capacité de réponse. S'entraîner à la paix, c'est ça. C'est répéter au milieu de la provocation. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte. C'est qui je choisis d'être face à cela. Et quand cela devient une habitude, ta paix cesse d'être un choix occasionnel pour devenir ton état naturel. La prochaine fois que le chaos frappe, ferme les yeux 2 secondes et répète avec fermeté « Je choisis ma paix ». Au début, cela semble petit, mais la répétition transforme ce geste en instinct, et avec le temps, ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un refuge, un lieu solide, serein,
inébranlable, où personne au monde ne peut entrer sans permission. Maintenant tu sais, le calme n'arrive pas quand tout va mieux, il naît au moment où tu décides, pour de vrai, que plus rien ne te fera perdre ton équilibre. Et cette décision, prise chaque jour, transforme ta manière de vivre. Si cette vidéo a résonné en toi, écris dans les commentaires « Ma paix est une priorité ». Laisse un like, partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et abonne-toi pour continuer à entraîner ton esprit avec nous. Courage stoïcien à toi et merci d'avoir regardé.